aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui équivaut en fait à mon premier chapitre de résultats de thèse, où je fais un peu l'état des lieux des services de conseil agricole numérique au Burkina Faso. Et le titre de la présentation que je vais faire aujourd'hui est « Innover dans les services de conseil agricole burkinabé grâce au numérique », point d'interrogation, une émergence freinée par les exigences du travail collaboratif dans des réseaux dispersés. Donc, bon, pour se mettre un peu dans le contexte, on voit que le secteur agricole est transformé en profondeur par l'apparition du numérique, donc dans les exploitations, avec notamment des nouvelles techniques de production et de gestion, mais aussi en amont et en aval des filières. Et ça, c'est aussi vrai pour les services de conseil numérique. Donc là, je vous ai mis une petite figure qui représente en fait les potentiels usages des technologies de l'information et de la communication aux différentes étapes d'un cycle de culture. Et on voit donc les petits ronds bleus avec le numéro 2 donc montre quand les technologies de l'information et de la communication peuvent faciliter les échanges de connaissances et les apprentissages. Donc on voit qu'ils peuvent intervenir à différentes étapes du cycle de culture. Voilà. Par rapport à ma réflexion sur les services de conseil agricole, le numérique en fait va changer les processus de production, de stockage et de traitement et de partage des informations dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, et notamment en Afrique subsaharienne. Donc, du coup, vu qu'on a ces nouveaux outils qui constituent des nouvelles possibilités de construire et de partager de la connaissance, ma problématique, c'est est-ce que finalement ces services de conseil, grâce au numérique, vont être rendus plus interactifs, mais aussi plus spécifiques, et est-ce qu'ils vont plus inclure les utilisateurs? Et en fait, ça, c'est une réflexion qui s'inscrit dans comment dire, les évolutions un peu des paradigmes pour le conseil agricole, où on avait un modèle dominant qui était le transfert de connaissances, où les connaissances pour les agriculteurs étaient conçues sans vraiment les consulter, puis ensuite transférées de manière assez linéaire, voilà, sans les inclure, et du coup aboutissait à la création de connaissances qui étaient du coup peu spécifiques aux problèmes que rencontraient les agriculteurs, voilà, avec des services peu interactifs. Donc j'essaye de voir si les outils numériques peuvent contrebalancer cette tendance. Pour faire ce travail, j'ai étudié des services de conseil agricole au Burkina Faso, parce que c'est un pays, en tout cas de la sous-région en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup d'initiatives de mobilisation du numérique dans le conseil agricole. Ça doit être le pays où la FAO a recensé le plus d'initiatives en 2019. Et pour analyser ces services, donc j'ai utilisé une grille d'analyse systémique des services de conseil agricole, donc inspirée des travaux de Faure et al. Et en fait, donc du coup, cette grille permet à la fois d'analyser les acteurs du conseil, donc les agriculteurs que l'on va chercher à accompagner avec ces services, donc leurs compétences, leurs attentes, leur type d'exploitation, les fournisseurs de conseil, donc quels sont leurs statuts, leurs visions, leur expertise, leurs ressources et leurs partenaires pour créer ces services. Ensuite, j'ai mobilisé la littérature dans l'économie des services qui permet de bien comprendre la différence entre les services de back-office et les services de front-office dans le conseil. Donc, les front-office, ça permet d'analyser la relation conseiller-agriculteur ou conseiller-TIC-agriculteur ou juste TIC-agriculteur. Et les back-office, en fait, renvoient à tous les services qui permettent finalement cet échange entre conseil et agriculteur ou fournisseurs de conseil et agriculteurs. Donc les services techniques, de production de connaissances, les services RH, comptables, juridiques, etc. Voilà. Donc,
J'ai utilisé cette grille pour analyser du coup 16 services de conseil agricole numérique au Burkina. Et là, j'ai fait des entretiens qualitatifs avec les fournisseurs de services. Voilà, pour comprendre un petit peu cette diversité, comment fonctionnent les services et si les services s'inscrivait plutôt dans cette approche de conseil assez descendante, linéaire, transfert de connaissances, ou plutôt dans quelque chose d'interactif qui aboutit à des solutions spécifiques. Voilà, donc là j'ai mis 2 photos qui sont 2 des services que j'ai étudiés. Le premier, on voit donc un conseiller qui mobilise, donc là c'est son smartphone, sur lequel en fait il y a une application qui s'appelle Rice Advice, qui permet de fournir des informations sur l'itinéraire technique de production du riz, de manière à baisser la consommation d'intrants et à augmenter la productivité. Et dans l'autre, on voit du coup le cyber-centre créé par une organisation de producteurs de niébé dans le sud du Burkina Faso. Voilà, donc tout d'abord, donc une vue d'ensemble sur l'état des lieux des services que j'ai analysés. Donc j'ai pu voir que les services étaient divers, que ce soit par rapport aux technologies mobilisées que par rapport aux thématiques. Donc là, sur les 16 services de conseil, j'en ai 4 qui fournissent du conseil technique en agriculture, 1 pour l'élevage, 2 qui font du conseil de gestion aux exploitations familiales, 3 qui fournissent des infos sur les prix ou la météo, et 5 qui font du conseil diversifié, donc ils peuvent reprendre plusieurs de ces thématiques-là. Par rapport aux technologies mobilisées, donc j'ai recensé des centres d'appel, un outil d'aide à la décision, des groupes d'échange entre pairs via les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, des plateformes et des systèmes d'information. Je me suis rendu compte aussi que les services étaient assez récents, donc ça fait quand même assez longtemps qu'on mobilise les technologies de l'information et de la communication, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais voilà, la plupart des services que j'ai analysés avaient moins de 3 ans. Et ça, c'était en 2018. Voilà. Et finalement, j'ai aussi constaté qu'on avait une pluralité de fournisseurs, donc du coup qui offraient ces services. Donc la majorité finalement étaient des organisations de producteurs, 4 étaient offerts par des petites et moyennes entreprises burkinabées, 3 par des ONG internationales, 2 par des ONG des burkinabés, pardon, 1 par un centre de recherche, 1 par une multinationale et 1 par l'État. Et ce qui m'a intéressé notamment, c'est qu'on voit que parmi ces fournisseurs, on a des nouveaux types de fournisseurs de conseil qui n'étaient pas présents avant, qui apparaissent du fait de la mobilisation du numérique. Donc ça va être notamment les multinationales étrangères. Donc là, dans ce cas-là, c'est une entreprise de télécommunications, Orange, et aussi des startups qui se créent voilà, à cet effet. Donc du coup, pour répondre à ma question principale aujourd'hui, est-ce que finalement ces technologies nous permettent de créer un conseil plus accessible, plus interactif et plus spécifique? Donc par rapport à la question d'accessibilité, bon, j'ai considéré plusieurs critères, mais aujourd'hui, je vais en traiter un, qui est l'accessibilité, enfin, les types d'outils qui permettent d'accéder aux services et à quel point ils sont mobilisés ou pas par la population au Burkina. Ce qui m'a marqué en fait, c'est que bon, la plupart des gens utilisent principalement des téléphones simples. L'accès à Internet est encore assez difficile. Les smartphones restent relativement chers et il y a plusieurs zones au Burkina où le réseau Internet est de mauvaise qualité, ou même des zones blanches où il n'y a pas possibilité de se connecter à Internet. Donc du coup, sur les 16 services que j'ai regardés, il y en a 11 qui nécessitent qu'on se connecte à Internet. Donc ce qui montre qu'ils s'adressent plutôt à un public vraiment de niche, quoi. Donc parmi ceux-là, on voit les systèmes d'information, soit d'organisation de producteurs. Donc par exemple, dans le cas de l'OP-NIEB ou des OP du réseau gestion. Donc c'est des systèmes d'information qui permettent de collecter des données sur les
les activités des exploitations, de les analyser en les comparant aux objectifs que les agriculteurs s'étaient fixés, et ensuite du coup fournir des données aux agriculteurs pour qu'ils puissent un peu comparer leurs performances, identifier des problèmes et améliorer la gestion de leur exploitation. Donc on a ces quatre systèmes d'information. On a aussi 3 plateformes qui fournissent des vidéos sur quelques pratiques agricoles, donc Access Agriculture, Agribusiness TV et Burkina, même si on a quelques différences bien sûr entre ces plateformes. Par exemple, Agribusiness TV ne s'adresse pas forcément à un public d'agriculteurs initiés, on va dire, mais essaye plutôt de motiver des jeunes, notamment urbains, à se réintéresser à l'agriculture en diffusant des vidéos sur des success stories d'agriculteurs burkinabés et même de la sous-région Afrique de l'Ouest. Voilà. Et parmi ces outils connectés au net, on a aussi 2 plateformes qui permettent en fait de mettre en lien des agriculteurs et des conseillers sur des thématiques très larges. Et enfin, on a également le groupe WhatsApp, le Cercle des cuniculteurs, qui permet à des éleveurs de lapins de poser leurs questions sur l'élevage et d'avoir des réponses de collègues éleveurs. Et le dernier, c'est l'outil Rice Advice que je présentais tout à l'heure. Et donc du coup, finalement, sur ces 16 services, il y en a simplement 5 qui sont accessibles via des téléphones portables. Donc il y a en fait les services d'info sur les prix des marchés et la météo. Le service 321 qui est un serveur vocal interactif, donc où il y a des messages préenregistrés suivant un menu, tapez 1 pour ci, tapez 2 sur ça, etc., qui permet d'avoir des conseils techniques sur 6 cultures principales qui sont assez populaires. Il y a la tomate, le maïs, le niébé, quelques autres. Et il y a aussi un centre d'appel qui s'appelle Cocorico, où là, voilà, les agriculteurs appellent et tombent sur un conseiller qui va répondre à leurs questions. Voilà. Et par rapport à la question de l'interactivité, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y a 5 de ces services qui ne permettent pas d'interaction. Donc en fait, l'outil numérique sert juste à diffuser des informations que les agriculteurs peuvent consulter. On a 7 encore où le numérique ne permet pas ces interactions-là, mais en fait, les outils numériques sont mobilisés par un conseiller agricole qui, lui, ensuite, va pouvoir interagir avec l'agriculteur et donc un peu adapter le contenu du message pour que le message soit plus adapté, plus spécifique. Et enfin, on a seulement 4 services utilisés où le numérique permet vraiment d'interagir à distance. Voilà. Du coup, si je reprends ce schéma, je vois que l'information est finalement standardisée dans 3 cas sur les 16 étudiés. L'information est spécifique soit au marché, soit à la région dans 4 services étudiés. Donc, c'est notamment le cas des services d'information climatique et sur les prix et les marchés. Et elle est personnalisée pour le reste des cas. Voilà. Mais pour tous ces services-là qu'on voit sur la gauche, que je suis en train d'entourer avec ma souris, c'est du fait de la présence du conseiller que l'information est personnalisée et pas grâce aux propriétés per se du numérique. Voilà. Du coup, c'est un bilan qui est relativement mitigé. Je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer. Aujourd'hui, je vais mettre en avant 3 raisons principales, mais il y en a d'autres. La première est la complexité des réseaux d'innovation. Donc là, je vous ai présenté qu'un service et leurs fournisseurs de conseils, mais en fait, cette entrée par les fournisseurs de conseils, elle cache en fait la diversité de tous les services de back-office, donc de tous les réseaux d'organisations qui travaillent ensemble pour créer ces services de conseil numérique. Donc là, je vous ai pris le cas du service de conseil 321, le serveur vocal interactif, qui est offert par Orange, donc qui est une entreprise multinationale. Mais il faut savoir que ce n'est pas Orange qui va produire la connaissance qui est ensuite partagée aux agriculteurs.
C'est une entreprise, en fait, Orange a un contrat avec une entreprise sociale qui s'appelle Viamo, qui elle-même va contractualiser avec des ONG et des entreprises qui vont payer pour diffuser du contenu via ce serveur vocal interactif. Et ce que je vous ai montré là, par exemple, c'est qu'il y a une des ONG pour produire le contenu qui ensuite est diffusé via leur serveur vocal interactif. Donc elle-même a collaboré avec plusieurs ONG, des organisations de producteurs, le ministère de l'Agriculture et la Recherche. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que on voit que ces réseaux sont assez dispersés, donc c'est-à-dire qu'ils sont dispersés cognitivement, donc la connaissance est très éclatée. Il va y avoir des gens qui sont experts du conseil, des gens qui sont experts du numérique, d'autres qui connaissent bien le terrain. Il faut que ces gens travaillent ensemble pour créer des services pertinents, alors qu'ils ont des contraintes particulières, des agendas, des motivations particuliers, oui, et des cultures organisationnelles différentes qui sont géographiquement dispersées. Donc tout ça, en fait, complique vraiment la création de ces services, et c'est pour ça que finalement, ils sont si récents au Burkina, quoi. Dans le cadre du service étudié, il a mis plus de 5 ans à être réellement créé, quoi. Ensuite, un deuxième point qui vient expliquer ce bilan quelque peu mitigé sont liés aux problèmes de financement. Donc là, sur les 16 services que j'ai regardés, il y en a 8 qui sont gratuits, ce qui ne veut pas dire que les fournisseurs n'ont pas à payer pour fournir ce service, en tout cas, pour assurer le back-office et le front-office. Et là, j'ai repéré 2 principales stratégies. Dans la majorité des cas, en fait, on voit que les ressources financières proviennent de l'aide au développement, donc de projets, et que il y a donc soit directement, donc c'est-à-dire que par exemple, on a une organisation de producteurs qui va postuler sur un projet de l'Union européenne pour créer son service de conseil numérique, ou alors indirectement, comme le cas du service de Orange que je viens de présenter, parce que finalement, on voit que ce sont majoritairement des ONG qui fournissent le contenu à diffuser et qu'elles sont financées par l'aide au développement, même si en soi le service est payant pour les agriculteurs. Vraiment un montant qui est minime, qui leur permet d'y accéder, mais voilà, on voit quand même cette dépendance de l'aide au développement. Et ensuite, une deuxième stratégie qui revient assez communément, c'est de diversifier le conseil avec des activités qui sont plus rentables. Et moi, ce qui m'a assez marqué pendant mes entretiens, c'est que la plupart des gens disaient finalement le conseil via le numérique, c'est pas une activité rentable. Et ces entreprises ou même ces ONG vont se diversifier, faire par exemple de l'expertise pour des projets de développement ou de la communication et de la stratégie pour des entreprises. Et en parallèle, ils vont avoir ces services de conseil. C'est même le cas aussi pour les ONG qui vont développer des activités plus rentables comme, je sais pas moi, la fourniture d'intrants pour financer des activités de conseil. Et enfin, une troisième raison de ce bilan quelque peu mitigé, c'est le fait que les agriculteurs et les organisations de producteurs sont globalement absents du développement de ces outils et du contenu, alors que c'est quelque chose qui est mis en avant dans la littérature comme un facteur de succès pour créer des services pertinents. Voilà. Et malgré ça, on a quelques exceptions. L'expérience du système d'information du réseau gestion pour le conseil d'exploitation, le conseil de gestion d'exploitation familiale dont je parlais, où en fait on a eu ces systèmes d'information qui ont été co-conçus avec des organisations de producteurs tout du long. Et l'expérience du groupe WhatsApp de cuniculteurs qui a été conçu et qui est entièrement géré par des éleveurs burkinabés. Voilà. Du coup, pour la suite, dans la suite de ma thèse, en fait, je m'interroge parce qu'on voit qu'on a ces réseaux d'innovation dispersés qui intègrent peu les usagers, donc les agriculteurs et les OP, ce qui m'a amené à me questionner sur le statut des OP et est-ce qu'elles pourraient servir d'intermédiaires d'innovation dans ces réseaux. Et je me suis notamment intéressée sur leurs capacités. Est-ce qu'elles ont les capacités nécessaires pour innover en collaboration dans ces réseaux dispersés? Voilà, c'est tout pour moi.
beaucoup, Chloé, pour ton intervention. Tu as respecté le timing, c'est parfait. Est-ce que Véronique, tu souhaites compléter par rapport à la question que tu as déposée dans le chat pour Chloé? Merci Sigolène, merci beaucoup Chloé, c'était très intéressant. Et alors, quand tu as présenté les différents outils et puis à côté tu as présenté les porteurs, enfin les fournisseurs, est-ce que en fait on remarque une différence entre grosses catégories d'outils en fonction du type de fournisseur? Est-ce que les OP elles vont plutôt fournir tel type de produits ou t'as pas regardé ou Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, je me suis rendu compte que les organisations de producteurs elles vont plus se cibler sur des outils numériques. Enfin, il y a un lien en tout cas entre le profil des fournisseurs et type de service. Les organisations de producteurs, soit elles vont se cibler sur des outils numériques très simples qui permettent de collecter de la donnée et de l'analyser et de la retransmettre aux agriculteurs via la présence de conseillers. Donc soit ça, soit elles vont mobiliser les réseaux sociaux qui sont vraiment de la low-tech. Il n'y a pas de développement à faire, juste on crée un groupe WhatsApp, on crée un groupe Telegram et on va et les agriculteurs ou éleveurs les mobilisent comme tels, quoi. Ok. Donc c'est pour les OP et les pour ce qui est, enfin, j'ai regardé notamment les nouveaux fournisseurs de conseils comme les entreprises par exemple, et ça, il n'y a pas une tendance très claire, quoi. Je dois avoir la moitié qui sont quand même sur des services encore très transfert de connaissances, et ça, c'est vrai pour, malheureusement, pour les entreprises qui ont peu d'expérience dans le secteur agricole, donc qui sont surtout branchées télécom. Même si on voit certaines, notamment la start-up burkinabé qui a créé le centre d'appel Cocorico, qui cherche vraiment à favoriser des interactions. Donc voilà. Merci beaucoup. Très bien. Chloé, tu as de nouvelles questions qui sont arrivées dans le chat. Isabelle, tu veux poser ta question à Chloé? Oui, oui, oui. En fait, Chloé, donc moi je me posais des questions par rapport à la suite de la thèse et notamment l'étude des OP comme intermédiaire d'innovation. Et je voulais savoir si tu as déjà repéré des types particuliers d'OP qui sont justement plus propices à être porteurs de ces innovations dans les études que tu as faites là jusqu'à maintenant. Et si c'est le cas, quel type d'OP tu comptes investir dans la thèse? Alors, moi j'ai fini mon terrain et j'ai comparé en fait deux types d'OP. Donc, des organisations de producteurs au niveau départemental qui sont assez récentes et qui étaient encore assez donc qui disposaient vraiment de ressources limitées, où il y avait encore un peu des problèmes de gouvernance parce que c'était des jeunes organisations. Donc j'ai regardé voilà, ces OP de producteurs de Nébé et j'ai regardé des OP, une OP historique, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina qui existe depuis les années 90, qui a des ressources propres, de l'expérience en termes de partenariat, etc. Et j'ai regardé en fait du coup leur capacité à innover dans ces réseaux pour créer les systèmes d'information. Et en fait, bon, c'est dur en quelques mots de synthétiser, mais ce que je montre notamment, c'est que les ONG qui les accompagnent, parce que dans les deux cas, elles ont travaillé avec des ONG. Donc les ONG influencent beaucoup la manière dont l'OP peut participer à la conception et au développement de ces systèmes d'information numérique, et que dans les deux cas, finalement, on a un résultat qui est moyennement satisfaisant, dans le sens où, pour les petites OP là, de Niébé, vu qu'elles ont très peu de capacité opérationnelle, de ressources, elles se sont reposées uniquement sur, elles ont beaucoup bénéficié des ressources humaines, matérielles, techniques de l'ONG, et du coup, l'ONG a vraiment pris le lead sur la conception de ces outils, en incluant beaucoup l'OP, mais in fine, ça pose des grosses questions sur la durabilité de cette initiative, parce que si l'ONG se retire, l'OP Niébé ne peut pas du tout continuer à assurer la durabilité. Et dans le cas coton,
c'est possible. Enfin, je pense, en fait, quand je me suis arrêtée, ils n'avaient pas complètement, ils s'étaient pas complètement approprié l'outil après le retrait du partenaire, mais ça paraissait être en meilleure voie, quoi. Par contre, ce que je montre, c'est que vu que la posture des ONG était différente, dans le cas Niébé, c'était plutôt de l'accompagnement, donc les gens faisaient vraiment des efforts pour suivre les orientations que l'OP souhaitait mettre en œuvre. À l'inverse, dans le cas coton, c'était un projet de développement très classique avec un cadre logique bien strict. Et en fait, ce cadre logique, il a été conçu sans que l'OP ne soit trop certaine de ce qu'elle voudrait développer en termes de conseil numérique, mais c'était écrit tel quel, et du coup, l'ONG n'a pas pu modifier ça, et in fine, le service ne correspondait pas complètement aux attentes de l'OP, quoi. Voilà. D'accord. Merci, c'est vraiment intéressant, ça mériterait de... Enfin, c'est super de poursuivre des questionnements sur ça. Voilà, merci J'ai un beaucoup. article qui va être soumis normalement cette semaine sur cette question. Donc. Ah je veux bien le lire, moi, ça m'intéresse. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir. Oui, on va donner la parole à Leïla et peut-être on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions parce que je vois que le temps tourne et après ça va être à Laura de s'exprimer. Donc si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, je te les enverrai par mail pour que tu puisses répondre directement derrière. Donc si tu peux être plus concise dans tes réponses parce que si on peut en prendre le maximum, ça serait vraiment chouette. Ça marche. Leïla ? Bonsoir. Moi, je vais être très rapide. Hein. Peut-être la réponse sera très rapide aussi. Est-ce que tu penses que tu retrouverais les mêmes résultats dans d'autres pays, en particulier dans d'autres pays du Sud, ou est-ce qu'il y a des particularités du Burkina Faso qui font que tu as obtenu les résultats que tu nous as présentés? Alors, c'est une question très intéressante qu'il faudrait que je nourrisse, notamment dans ma partie de discussion de thèse, mais j'ai encore peu d'expérience ou de retour sur d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, honnêtement, je ne sais pas dire, quoi. Je pense qu'il doit y avoir vraiment des différences en termes d'accessibilité au réseau et d'accès à la technologie. Je pense par exemple le Sénégal est plus développé sur ces questions. Mais par contre, tout ce que je présentais, toutes les difficultés organisationnelles à travailler, à faire de l'innovation collaborative, ça, à mon avis, c'est quand même assez typique de tous les pays. Et je pense même que ça se retrouve en France, en fait. Bon, merci. Marc, est-ce que tu peux poser ta question à Chloé, s'il te plaît? Non, c'est pas la peine. Je passe mon tour. On a d'autres occasions pour discuter. D'accord, parfait. Chloé, il y a une question. Je vais donner la parole à Éléonore. Oui, j'avais une question sur les différences de motivation dont tu parlais dans le processus de conception des services qui pouvaient rendre le processus un peu complexe. Et du coup, est-ce que tu as observé des conflits et des tensions entre les différents types d'acteurs et comment c'était géré dans la conception de ces services? Alors oui, j'ai observé ça. Bon, j'ai observé deux choses en fait. J'ai observé des différences de mode de travail, notamment entre des entreprises et l'État, où ça fait un peu cliché, mais voilà, les structures bureaucratiques assez lourdes ne permettaient pas aux États d'avancer au rythme que l'entreprise souhaitait. Et par rapport aux motivations, c'est surtout j'ai l'impression que c'est surtout le cadre contraignant que posent les bailleurs qui fait que certaines organisations qui sont plus en charge de développer ces projets d'aide au développement font que ces acteurs-là doivent suivre ce qui a été convenu dans le projet, alors que d'autres acteurs aimeraient potentiellement dévier. C'est vraiment ce que j'ai vu là dans le cas de création du service de conseil numérique entre l'organisation de producteurs de coton et l'ONG internationale. L'ONG était vraiment en charge de mettre en œuvre le projet et à chercher en priorité à atteindre les objectifs généraux. Donc, c'était mettre en place un système d'information
pour faciliter la certification du coton bio, alors que l'OP, en fait, savait qu'ils allaient mobiliser des outils numériques, mais eux, ils auraient préféré en développer d'autres usages. Sauf que, voilà, l'écriture du projet n'a pas permis ça, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y avait des conflits sur les types de connaissances à mobiliser pour ces services de conseil? Je l'ai pas repéré tel quel. Il y a eu des conflits un peu sur le format à privilégier, le format de connaissances à privilégier, notamment dans le cas d'usage des réseaux sociaux sur WhatsApp, le groupe des cuniculteurs, où en fait les gérants de cette association auraient aimé un peu professionnaliser le niveau, faire en sorte que tout le monde s'exprime en français sans abréviation, et aussi évite d'utiliser des vidéos. Donc, tu as un peu ce dilemme entre savoir expert ou savoir. Je sais pas quel type de savoir, c'est parce que je veux pas dire éleveur versus expert, parce que, en l'occurrence, c'est vraiment des experts de leur sujet, mais plus une question de comment est-ce que tu formalises la connaissance qui est partagée via ces réseaux, quoi. Et ensuite, sous quel format, écrit, vidéo, audio, etc. Ok, merci. Merci beaucoup à toi, Chloé, pour cette présentation. Nous allons aller dans un autre univers, celui du juridique, avec Laura. Donc Laura termine également sa thèse cette année. Elle a une thèse cofinancée par Digitag. Elle est rattachée à Dynamique du droit qui dépend de l'Université de Montpellier, donc sur une thématique de sciences humaines et sociales. Et Laura, tu peux partager ton écran et nous allons t'écouter. Bonjour tout le monde. Oui, du coup, moi, je fais bien ma thèse sur l'encadrement de l'usage des données dans l'environnement numérique. Aujourd'hui, je vais vous exposer un petit peu les problématiques. Je vais essayer de vous faire un point sur les problématiques juridiques liées aux données agricoles et les solutions envisageables. Donc, je l'ai intitulé comme ça. Quels sont les risques juridiques liés à l'exploitation des données agricoles, solutions envisageables? Alors, d'abord, pour faire un petit point, le big data agricole apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Côté pile, il offre un terrain fertile pour l'innovation et la productivité. Les acteurs de l'agriculture numérique peuvent développer des nouveaux outils, des solutions numériques et apporter une aide à la décision et faciliter le travail des agriculteurs. Le traitement en masse des données, leur interprétation et les projections que cela permet offrent de nombreuses possibilités de connaissances, d'anticipation et d'innovation. Mais côté face, le big data agricole est source d'inquiétude, notamment au sujet de la perte de maîtrise de l'usage des données par les exploitants agricoles et parce que aussi certains acteurs s'approprient des silos de données, ce qui a pour conséquence de limiter la libre circulation des données. Et ce type de comportement porte aussi atteinte au libre jeu de la concurrence et réduit la dynamique intellectuelle autour de la recherche et de l'innovation. Et ce sont des enjeux tout à fait primordiaux puisque dans le cadre de la stratégie de la Commission européenne pour une économie fondée sur les données, ils estimaient en 2015 que le marché de la donnée représenterait 643 milliards de dollars en 2020. Afin de réguler donc les relations dans l'agriculture numérique, le droit doit apporter des réponses dans le but de favoriser la collecte, le traitement et le partage, mais aussi la libre circulation des données agricoles. Et pour cela, il faut se demander d'abord ce qu'est une donnée, en fait, parce que la nature de la donnée va permettre de délimiter le cadre juridique applicable. Je vous ai pas mis en... Pardon, je vais faire ça tout de suite. Applicable aux données. Alors, si une donnée peut être définie comme la représentation, comme une description élémentaire d'une réalité qui ne relève que des éléments de fait,
en droit, cette définition n'a pas encore trouvé de consensus. Un arrêté l'a définie comme la représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. Mais cette définition, en fait, elle ne permet pas d'appréhender la notion de données pleinement, en fait, dans toutes ses acceptions, dans tous les sens de la notion. Parce qu'en fait, la définition de données, elle doit être envisagée selon différents paradigmes, selon son objet, selon la personne qui l'exploite, ou encore selon sa fonction. Donc, en fait, il est très difficile de définir ce qu'est une donnée parce que la donnée, elle est circulante, elle est fluide, elle est co-construite. Donc, voilà, c'est tous ces aspects-là de la donnée qui empêchent, qui retiennent le juriste d'établir une définition globale et générale de la notion de donnée. Je tiens aussi à dire que la notion de donnée ne doit pas être confondue avec celle d'information, parce qu'en fait, une donnée qui est brute, qui est non analysée, non traitée, elle ne peut pas être déchiffrée immédiatement. Du coup, elle n'est pas porteuse d'un message et ce n'est pas une information. Donc, l'information est bien issue de la donnée est bien porteuse d'informations, une fois traitée et analysée, mais la donnée et l'information ne sont pas synonymes. Donc voilà, la donnée n'est pas totalement appréhendée par le droit. Pourtant, depuis quelques années, un cadre juridique se construit petit à petit. Et la première question, enfin une des premières questions que s'est posées les juristes sur les données a été de se demander est-ce que finalement une donnée ce n'est pas une chose appropriable, est-ce que c'est un bien? Parce qu'en fait, en droit, seuls les biens peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. Un bien, c'est une chose qui est détenue de manière exclusive et absolue par son propriétaire. En fait, pourquoi la donnée ne peut pas être considérée comme un bien? C'est parce qu'elle a un caractère qui est non rival et elle est reproductible à l'infini. Ces caractéristiques-là limitent en fait les possibilités de réservation parce que plusieurs personnes peuvent tout à fait utiliser la donnée sans empêcher les autres en fait de l'utiliser. De plus, les économistes nous apprennent qu'il y a un déplacement de la valeur. Ce n'est pas la donnée elle-même qui a une valeur, mais c'est la possibilité de créer de nouveaux biens et services en partant de ces données. Donc, le fait que la donnée seule a une valeur infime conforte l'idée en fait que ce n'est pas un bien, ce n'est pas une chose appropriable, c'est seulement une chose qui est en fait laissée de libre parcours. Donc, la donnée ne peut pas non plus être qualifiée d'œuvre de l'esprit parce qu'elle n'a pas le caractère original. Elle ne témoigne pas de l'originalité créative de son auteur. La donnée en elle-même ne relève que des éléments de fait, donc elle ne peut pas être protégée par le droit d'auteur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un véritable puzzle de droit se crée autour de la donnée. Il n'y a pas de cadre juridique général sur les données, mais il y a un puzzle de droit. Le législateur est venu réglementer les bases de données, les données à caractère personnel et les données publiques. Et depuis peu, on va le voir aussi, les données non personnelles, mais vous verrez. Donc rapidement, pour faire très vite, les données publiques sont, qu'est-ce que c'est? Toutes celles qui sont produites ou reçues par une personne chargée d'une mission de service public. Elle est réglementée par la loi CADA du 17 juillet 1978 et elles doivent être mises à disposition dans un standard ouvert afin qu'elles puissent être réutilisées et exploitées librement. Donc, dans le domaine agricole, il y a de nombreuses données publiques, toutes celles qui sont en fait produites ou collectées par une personne en charge d'une mission de service public. Donc, on peut citer les données sur la composition nutritionnelle des aliments, des productions bio, les données environnementales, géographiques, etc. Cette obligation, d'ailleurs, s'étend aussi aux données de la recherche, puisque les établissements de recherche ont désormais pour mission d'organiser, c'est une véritable mission pour eux, d'organiser l'accès libre aux données scientifiques. Donc, les résultats de travaux de recherche financés au moins pour moitié par des fonds publics doivent être mis en ligne, en libre accès par leurs auteurs après une période d'embargo de 6 à 12 mois. Et la loi autorise également la fouille de textes et de données en ligne. Voilà pour les données publiques. Ensuite, s'agissant de la réglementation sur le droit des bases de données, dès lors qu'en fait les données sont classées et organisées dans une base de données,
et que ce travail a nécessité un investissement substantiel, le droit sui generis octroie un monopole d'exploitation aux producteurs de la base. Et à ce titre, il peut interdire l'extraction et la réutilisation de la totalité ou simplement d'une partie substantielle, qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base. Mais il faut qu'il puisse néanmoins démontrer que l'obtention, la vérification et la présentation du contenu représentent vraiment un véritable investissement substantiel. Mais encore, la réglementation organise la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Si une donnée collectée et traitée se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable, et ce, peu importe le contexte de la collecte, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, le régime de la protection des données personnelles s'applique. Les personnes morales sont en principe exclues du champ d'application des données personnelles, sauf si, de manière incidente, on peut identifier la personne physique. Par exemple, s'il y a les noms, prénoms ou les coordonnées des dirigeants, ou encore lorsque le nom de la personne morale, et c'est une jurisprudence, identifie la personne physique. La seule limite, en fait, entre données personnelles et non personnelles tient au caractère raisonnable des moyens de traitement utilisés pour identifier la personne physique. Et ça s'apprécie au regard de l'ensemble des facteurs objectifs. Donc, par exemple, des données de géolocalisation d'un tracteur qui seraient associées à un numéro de plaque d'immatriculation ou au numéro de série du véhicule seront des données à caractère personnel soumises à la réglementation sur les données personnelles. Dans ce cas, le responsable de traitement doit respecter certaines obligations envers la personne physique. Il doit se soumettre à un certain nombre de règles de formalisme. Par exemple, il doit fonder son traitement sur une cause licite, il doit minimiser les données, fournir un accès à ces données, il doit limiter leur conservation dans le temps et la personne concernée, elle a plusieurs droits sur les données. Elle a un droit à l'oubli, un droit d'accès de rectification, encore un droit à la portabilité. Alors, il existe néanmoins une solution pour favoriser l'exploitation et la circulation des données personnelles qui consiste soit à les anonymiser, mais ce sont des processus à mettre en place, c'est assez complexe parce qu'il faut une véritable anonymisation. Une simple pseudonymisation ne permet pas de s'échapper de la réglementation. Ou alors, l'autre solution, c'est de demander le consentement à la personne concernée. Mais le consentement, c'est pareil, il faut absolument qu'il soit libre, ce consentement. Alors, dès lors que le traitement des données ne permet pas d'identifier la personne physique, ce seront des données à caractère, cette fois-ci, non personnel. Soit parce qu'elles le sont dès l'origine, soit parce qu'elles ont été anonymisées, comme je viens de vous l'expliquer. Mais la limite entre les deux notions, elle s'atténue à mesure que les techniques de réidentification évoluent. Voilà pour ce qui est des données non personnelles. Bah alors ça m'emmène justement à la réglementation qui est venue compléter en fait le paquet européen sur la protection des données, cette fois au sujet donc des données à caractère non personnel. Mais cette réglementation, le problème, c'est qu'elle ne fait qu'encadrer la libre circulation dans l'Union européenne des données non personnelles. Elle n'offre pas un véritable cadre juridique à ces données-là. D'ailleurs, elle laisse aux acteurs la possibilité de prévoir la mise en œuvre de la libre circulation des données de leur secteur. Donc, sont concernées par ce règlement toutes les données industrielles générées par des machines ou des données ou encore les données commerciales. Donc, le règlement fournit des exemples de données non personnelles, comme les ensembles de données agrégées et anonymisées utilisées pour l'analyse des mégadonnées, les données sur l'agriculture de précision qui peuvent aider à contrôler et à optimiser l'utilisation des pesticides et de l'eau, ou encore les données sur les besoins d'entretien des machines industrielles. Donc, un grand nombre de données de l'agriculture numérique ne reposent sur aucun régime juridique. Donc, ce sont ces données-là dont je viens de vous exposer.
alors qu'en fait, elles constituent en grande partie l'intrant de l'agriculture numérique. C'est la matière première de l'innovation. L'agglomération de ces données permet de créer de l'aide à la décision et de prévenir les événements, à l'image, par exemple, des données météorologiques. Donc, c'est un véritable levier de développement pour les activités agricoles. Ces données restent souvent confidentielles parce qu'elles sont détenues de manière exclusive par certains acteurs. Il existe des moyens juridiques et techniques de conserver un contrôle de fait sur les données, et c'est ça qui constitue en fait un enjeu pour le développement du big data, parce qu'en fait, souvent, les acteurs, ils vont avoir une interprétation élargie du secret des affaires qui permet de conserver toute information confidentielle, quelle que soit sa nature, du moment qu'elles sont gardées secrètes, qu'elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes et qu'elles ont fait l'objet de dispositions raisonnables pour les garder secrètes. Pardon. Il existe également d'autres techniques de conservation de la maîtrise sur les données, comme par exemple les inclure dans une blockchain qui peut servir de preuve ou de redatage, ou encore dans un système de traitement automatisé de données. Mais ces méthodes de réservation, il faut noter qu'elles sont précaires parce qu'en fait, le détenteur initial n'a pas de droit, de véritable droit sur les données. Une fois qu'elles ont été diffusées, il ne peut pas réclamer quelque droit que ce soit dessus. Aussi, donc, l'absence de cadre juridique véritablement sur ces données-là peut constituer un risque pour l'exploitation des données agricoles parce que les acteurs qui ont, eux, les moyens techniques et financiers donc de s'accaparer de grands silos de données peuvent du coup en limiter l'accès, la circulation et peuvent aussi se rendre responsables de comportements prédateurs, anticoncurrentiels. Ce qui peut donc avoir des effets sur le libre jeu de la concurrence et aboutir à des situations de monopole, voire d'abus de position dominante. Par voie de conséquence, la rétention de ces données freine l'innovation, le développement des activités agricoles, mais également entraîne une perte de confiance pour le partage des données. Donc pour l'heure, seul le cadre contractuel permet de prévoir les droits et les obligations entre l'exploitant agricole et le tiers collectant. Donc, par les termes du contrat, on va pouvoir régir la collecte et le traitement des données à caractère non personnel. Mais souvent, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans l'agriculture numérique, ce sont des contrats d'adhésion. Donc, il n'y a pas de négociation possible, ce qui fait qu'il y a des risques de déséquilibre dans les relations contractuelles. Donc, l'une des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de rééquilibrer les contrats de l'agriculture numérique en prévoyant, par exemple, que chaque personne dans la chaîne de valeur puisse exploiter les données selon ses besoins sans pouvoir outrepasser ses droits? Une chaîne de contrats pourrait donc assurer une gestion optimisée des données par une organisation raisonnée de leurs usages. Pour répondre à ces questions-là, il y a un droit souple qui s'est élaboré autour de la rédaction des contrats. Les acteurs du secteur agricole se sont emparés de ces questions et afin de favoriser la confiance dans le partage des données agricoles, ils ont élaboré des principes et des préconisations. Donc, il y a d'abord eu aux États-Unis avec le Farm Bureau, puis en France, en Europe avec l'ACTA, la Copa-Cogeca, Multipass, et également, il faut surtout noter la charte d'utilisation des données agricoles élaborée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Parmi les principes exposés et les recommandations exposées par la Softlaw, on peut noter par exemple que le traitement des données doit reposer sur une maîtrise exclusive des données brutes par l'exploitant agricole. L'exploitant doit donner son consentement au traitement et à la transmission des données à un tiers, ou encore il doit être prévu un droit d'accès, un droit à la portabilité des données. Donc ce droit souple a de nombreux avantages, mais il a aussi des inconvénients. C'est que l'ensemble de ces initiatives permettent certes de faire exister un cadre autour de la donnée qui peut donc évoluer et s'adapter très rapidement et efficacement aux besoins de l'agriculture numérique, mais alors qu'en fait, un texte législatif ou réglementaire, lui, va prendre plus de temps à être élaboré et adopté et se trouvera rapidement dépassé.
Mais en contrepartie, la soft law, elle n'est pas contraignante. Il ne s'agit que d'une contrainte d'ordre social et économique. Elle ne lie juridiquement que ceux qui s'y soumettent, donc. Et aussi un risque, c'est que un trop grand nombre de recommandations et de principes venant d'un trop grand nombre d'acteurs différents pourrait créer un effet un peu de boulimie et peut-être rendre contre-productives ces initiatives. Donc, il pourrait y avoir en fait un climat de confusion dans lequel les acteurs se perdraient et refuseraient de partager leurs données, ce qui serait du coup, ce serait un effet un peu pervers. En droit, plusieurs propositions sont aussi faites pour créer un véritable régime juridique autour de ces données. Par exemple, le Conseil national du numérique propose de construire un véritable droit à la portabilité pour les données non personnelles et aussi de favoriser donc l'interopérabilité. La doctrine aussi propose d'encadrer le droit d'accès aux données, mais la construction de ce cadre nécessite d'engager une réflexion autour des fondements de ces nouvelles prérogatives, de ces droits. Par exemple, il faut identifier le titulaire des droits, mais aussi l'objet même de ces droits. Donc, qui sera titulaire des droits? Est-ce que c'est le constructeur du capteur qui a permis de produire la donnée, ou est-ce que c'est l'agriculteur dont l'activité a généré la donnée, ou encore est-ce que c'est le prestataire de service qui collecte la donnée, le concepteur du logiciel, le fabricant de la machine? Voilà, toutes ces questions-là, il faudrait y répondre. Et aussi, quelles données exactement répondra à ces droits? Également, alors, la notion de co-contractant générateur de la donnée a été proposée pour déterminer donc ce statut-là, le titulaire de droit, mais cette notion est toute récente et il faut encore la définir. Enfin, donc sur les pistes juridiques envisageables, ce sera mon dernier point, la doctrine s'interroge aussi sur la possibilité de considérer les données comme une infrastructure ouverte, à partir de laquelle différents usages seraient possibles, et pour cela, il faudrait reconnaître en amont que les données sont des communs informationnels. Et à ce moment-là, il s'agirait de donc régir les données au moyen d'une structure de gouvernance qui assurerait une distribution des droits et des obligations entre les participants afin d'assurer une exploitation ordonnée des ressources en accès partagé collectivement gouverné. Voilà pour moi, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laura. Il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais donner la parole à Hélène. Oui, pardon, bonsoir. Merci pour l'exposé. Alors, je reviens sur une phrase que vous avez dite en introduction, c'est certains acteurs s'approprient des silos de données. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donner un ou plusieurs exemples pour donner du concret à ce que vous avez dit en introduction, s'il vous plaît? Alors, quand je dis que les acteurs s'approprient des silos de données, c'est quand en fait, ils vont créer par exemple une base de données et ils vont rassembler ces données dans une base et ils vont ensuite imposer une licence ou une licence pour pouvoir accéder à ces données. Donc, ce n'est pas une vraie appropriation au sens juridique du terme, mais en fait, ils conservent l'exclusivité sur les données qu'ils collectent. Voilà. C'est ça que j'entends par appropriation des silos de données. D'accord, merci. Véronique? Oui, merci Laura. Alors moi j'avais deux questions. Enfin, il y en avait une, peut-être j'ai pas bien compris, mais tu disais que finalement si on a un tracteur avec sa plaque d'immatriculation et son GPS, ça va rentrer dans la RGPD. Est-ce que c'est lié à une personne physique? Et ça j'ai pas compris. Est-ce que tu peux élaborer autour de ça? Parce que j'ai rien compris du tout. Alors, par exemple, si la plaque d'immatriculation du tracteur est liée à une personne physique, les données GPS qui sont collectées, si on peut lier en fait toutes les données ensemble, on va pouvoir retracer jusqu'à la personne physique. En fait, ça dépend des moyens techniques qu'on a à notre disposition pour pouvoir identifier la personne physique. C'est ça que j'entends par cet exemple-là. Alors pour moi, enfin, le tracteur, il n'est pas physiquement lié à son propriétaire, c'est-à-dire c'est comme une voiture, ça peut être conduit par quelqu'un d'autre.
Donc voilà, c'est pour ça que je m'interrogeais en fait. Ah oui, d'accord. Je vois, ouais, je vois le problème. Effectivement, mais de toute façon, à partir du moment où une personne physique est identifiable, ce sont des données personnelles. Oui, oui, Après, mais pour la donnée enfin, personnelle du euh, tracteur, du propriétaire du tracteur ou de l'agriculteur qui loue le tracteur ou peu importe, ce sera des données personnelles. ok. Si, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un lien de propriété, mais après, voilà, est-ce que le lien de propriété c'est une donnée personnelle? C'était un petit peu ça la question que je me posais. Et j'en avais une autre de question qui était, tu as parlé de la notion de générateur de la donnée. Ouais. Donc, le générateur de la donnée, est-ce que c'est l'agriculteur et d'où elle sort cette notion en fait? Qu'est-ce qu'il a défini? Alors, bah, justement, personne ne l'a défini encore. C'est le Conseil national du numérique qui l'évoque dans sa proposition en fait de droit de la construction d'un droit à la portabilité sur les données non personnelles. Et justement, il reste à la définir. Donc, je suis en train de travailler dessus en ce moment, justement. Il y a pas mal de juristes qui en parlent, qui l'évoquent, sans vraiment la définir. Et c'est vrai que c'est un peu délicat parce que le générateur de la donnée, est-ce que c'est justement l'agriculteur quand il fait son activité avec son activité sur le champ ou est-ce que c'est l'objet connecté en lui-même qui permet de générer ces données? Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une bonne question. C'est celle que je me pose en ce moment. Ben, pour l'instant, les objets, ils n'ont pas d'existence juridique. Oui, mais est-ce que du coup, c'est la personne qui a. Comment? Ils n'ont pas de droit, les objets. Non? En Oui, oui. Nouvelle-Zélande, il y a des rivières qui ont des droits, mais pas encore en France. Ouais. Ben, Ok. ouais, mais voilà, c'est une question que je me pose. Donc, pour moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur le fait que c'est l'activité qui est génératrice de données. Voilà, mais c'est une question encore qui est ouverte. Il n'y a pas de réponse pour le moment. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ça avance et Oui, c'est très intéressant. Merci Laura. merci.